travers une étude sur les formes indirectes de la puissance, nous allons évoquer l'enjeu de la langue dans les relations internationales. Pour commencer, nous allons étudier langues et cultures dans le monde à travers une approche géographique. On compte actuellement environ 6000 langues et dialectes répartis à travers le monde que l'on peut regrouper au sein d'une vingtaine de familles linguistiques dont vous voyez ici apparaître les aires de répartition géographique. On peut noter ici que d'un point de vue géographique, ce sont les langues indo-européennes qui ont connu l'extension la plus importante. Alors, 6000 langues, mais la grande majorité ne sont que des langues régionales ou tribales qui ne concernent que 5% de la population, et même la moitié de ces langues, 3000, comptent chacune moins de 10 000 locuteurs et ne réunissent au total qu'1,5% de l'humanité. Donc en réalité, même si la diversité linguistique est celle qui caractérise la géographie des langues, il y a un nombre finalement relativement limité de langues pratiquées. 350 d'entre elles comptent en effet plus d'1 million de locuteurs. Des langues qui rassemblent donc la grande majorité de l'humanité, sachant qu'en leur sein, seule une vingtaine de langues rassemblent plus de 50 millions de locuteurs. Et on peut même ajouter qu'une douzaine de ces langues rassemblent la moitié de l'humanité. Vous voyez ici apparaître ces principales langues, celles qui comptent plus de 50 millions de locuteurs: l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand, le russe, le chinois, le japonais, l'arabe notamment. Il faut y ajouter évidemment les langues pratiquées en Inde comme l'hindi, mais ce n'est pas la seule langue pratiquée dans ce pays multilingue. Alors quand on examine la géographie des langues, il faut aussi réfléchir à leurs usages. En effet, il apparaît parmi les principales langues internationales, on peut déceler un usage comme moyen de communication par différents pays. L'Organisation des Nations Unies elle-même reconnaît ainsi 6 langues internationales: l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe, le chinois et le russe, qui sont donc pratiquées en son sein. Alors, autre élément à noter, on peut avoir des langues officielles qui sont distinctes de celles parlées par la majorité de la population. On le voit ici à travers l'usage de l'anglais, de l'espagnol, du français ou du portugais dans un certain nombre de pays. On notera ici qu'un certain nombre de pays partagent le statut de langue officielle. C'est le cas pour l'usage du russe, du persan, du français ou de l'anglais, car en réalité, la géographie des langues est une géographie du multilinguisme. De nombreux États ne sont en effet pas monolingues, mais voient sur leur territoire l'usage de plusieurs langues et parfois de très nombreuses langues. Plusieurs langues officielles existent ainsi dans un pays comme la Belgique, qui reconnaît l'usage de l'allemand, du flamand, du wallon comme langue officielle. C'est le cas aussi de la Suisse, qui intègre l'italien, l'allemand, le français, le romanche, comme étant les 4 langues officielles de cet État helvétique, qui est par ailleurs un État fédéral. Alors, 4 langues officielles apparaissent donc en Suisse, donc on voit ici la répartition territoriale, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne puisse pas y avoir davantage encore de langues pratiquées sur le territoire helvétique. Donc l'hindi, dont on a parlé tout à l'heure, une des langues les plus parlées au monde, avec 260 millions de locuteurs recensés, n'est en réalité qu'une des 22 langues officielles recensées dans la constitution indienne.
Et on voit ici, sur cette carte, qu'elle est essentiellement pratiquée dans le nord du pays. Ainsi, assimiler une aire linguistique à une aire culturelle ne va pas nécessairement de... L'examen de la géographie des langues nous incite à penser que c'est plus la diversité culturelle qui s'impose sur les territoires qu'une forme d'homogénéité qui soit liée à l'usage d'une langue. Et d'ailleurs, là où l'usage d'une langue s'est imposé comme dominant, c'est souvent le fruit d'une construction politique bien plus que le résultat d'une homogénéité culturelle supposée. Une géographie qui nous montre donc des territoires plus divers qu'homogènes sur le plan linguistique, mais une approche qui doit également être complétée par l'histoire. En effet, les langues ne sont pas des objets d'étude intemporels, figés, mais bien au contraire, les preuves vivantes que les cultures se construisent à travers le temps, à travers des échanges, et qu'elles ne font qu'évoluer sans discontinuité. C'est ce que nous montre l'histoire de la langue française, une histoire qui est aussi, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une histoire politique. En effet, le français, assimilé à la culture française, est en réalité une langue que l'on peut considérer comme artificiellement construite par les autorités politiques dont l'objectif de mieux s'imposer au territoire qu'elle contrôlait. L'usage du français fut en effet imposé par les autorités monarchiques puis républicaines à travers un rassemblement des différents parlers français, langue d'oc et langue d'oïl, et une codification de leurs usages, mais à travers aussi une volonté de faire disparaître ou au minimum diminuer l'usage des différentes langues régionales qui pouvaient apparaître comme appartenant à d'autres familles linguistiques. Ainsi, le français a supplanté le latin comme langue administrative à partir de François Ier, puis les dirigeants de la Troisième République ont imposé l'enseignement généralisé du français et l'interdiction de celui des langues régionales. Une langue française s'est donc imposée à travers l'initiative des autorités politiques. Mais cette langue française elle-même, considérée comme une langue latine, car 80% de son vocabulaire est d'origine latine, apparaît en réalité comme extrêmement diverse, intégrant ainsi du vocabulaire grec, notamment pour les mots savants, philosophie, ophtalmologie, xénophobe, comme alphabet, mais elle a également intégré dès ses origines, on va dire, un certain nombre de mots d'autres provenances, notamment celtiques, en rapport avec les origines territoriales gauloises, même si la Gaule ne doit pas s'assimiler à la France, loin de là. Brigand, par exemple, est un mot d'origine celtique, truand, alouette. Truie ou mouton sont aussi des mots français d'origine celtique. Une langue française qui a intégré aussi précocement des mots d'origine franque, qui est un parler germanique. Éperon, fauteuil, trêve, marais sont ainsi des mots qui ont été intégrés au vocabulaire français et construits à partir de leur origine franque. Donc voilà pour ces mots qui ont intégré les premiers parlers français, puisque vous avez bien compris qu'il ne fallait pas parler du français au singulier en réalité, mais au pluriel, sachant que ces langues françaises ont évolué au contact des autres langues étrangères et se sont enrichies au fil du temps d'autres vocabulaires en même temps que ces langues françaises ont été rendues plus homogènes par l'action, on l'a vu précédemment, des autorités politiques. Cette langue a donc intégré un vocabulaire issu d'autres langues. Ainsi, voilà longtemps déjà que l'anglais s'est invité dans la langue française et a été à l'origine d'un certain nombre de mots. Bazooka, leader,
Sprint, yacht ou paquebot sont ainsi des mots qui viennent, comme on l'appelle, de la langue de Shakespeare. Bien des mots français ont été également intégrés depuis longtemps à partir de la langue arabe, qui fournit un vocabulaire français bien plus important que le vocabulaire celtique de nos soi-disant ancêtres les Gaulois. On peut penser à alcool, coton, chiffres, sucre, divan, etc., etc. Tous ces mots, pêche, tous ces mots qui nous viennent de l'arabe, qui a noué des relations depuis longtemps avec la langue française et qui continue d'ailleurs d'en nouer. Des mots d'origine espagnole également, on peut penser à fiesta ou encore maïs. On voit ici l'influence en l'occurrence de l'Amérique d'où vient cette plante, baie également, bravo, qui vient également donc de l'espagnol, corrida, alors, espagnol, on va dire castillan d'ailleurs, pour être précis. Des mots d'origine italienne également, bon, tous ces mots marquant différentes relations qui se sont nouées à travers le temps, entre territoires, banque, paparazzi, ce sont des mots d'origine italienne, opéra, banque, signalant d'ailleurs l'influence commerciale des différentes cités et territoires donc, de l'Italie depuis le Moyen-Âge, pizza bien sûr, mais aussi pantalon par exemple. Donc l'allemand est aussi à l'origine de certains mots, tous ces mots de peuples issus de territoires voisins nous montrent que la France n'est pas un territoire qui a évolué indépendamment des autres à travers les siècles. Donc, parmi ces mots, on peut penser à wagon, Blauhaus, également bunker, des mots qui se sont imposés là pour le coup récemment, tout comme le mot ersatz, ou enfin le mot Edelweiss qui qualifie donc cette fleur des montagnes. Alors des mots d'origine japonaise aussi qui nous montrent que l'influence culturelle peut venir de loin, à travers notamment des pratiques sportives, le karaté, le judo qui sont imposés ici dans la langue française en même temps qu'on en a introduit les usages, le karaoké également, les tsunamis, qui désigne ici un phénomène qui touche particulièrement les côtes japonaises, ou enfin les origamis. D'autres mots aux origines plus exotiques, si on peut dire, mots d'origine nahual, qui est une langue amérindienne, désignant l'avocat, les cacahuètes, qui nous viennent, en l'occurrence, tous les deux d'Amérique, des mots d'origine néerlandaise, des mots comme amarré, ou encore matelot, qui font référence ici au passé maritime des anciennes provinces unies. Enfin, on trouve également des mots d'origine portugaise dans la langue française. Le zèbre, par exemple, est un mot qui nous vient du portugais, tout comme l'albatros. Et également des mots d'origine russe, qualifiant notamment des produits comme le blini, les blinis en l'occurrence, la vodka, qui donc ont une origine russe. Des mots d'origine scandinave, également le ski, pratique qui nous vient des pays scandinaves, la vague, enfin, des mots d'origine tupi, une langue amazonienne, l'ananas, par exemple, nous vient de cette langue, piranha également. Voilà, cette liste n'étant bien sûr pas exhaustive et d'autres mots d'autres origines peuvent exister, alors il faut ajouter également que chaque année la langue évolue, une langue est vivante à partir du moment où son vocabulaire s'enrichit, change, il change donc en lien avec ces différents échanges de culture, et il change à travers l'usage qui en est fait par les populations. C'est cet usage, introduisant des mots nouveaux ou des mots d'origine étrangère,
qui vont amener ensuite les autorités qui fixent la langue, en l'occurrence les autorités académiques, à intégrer chaque année de nouveaux mots officiellement dans le vocabulaire français, sachant que ces mots officiels sont liés à des pratiques officieuses. La langue est une culture vivante dès lors qu'elle est utilisée, et ce sont les populations qui la font évoluer, et une langue évolue constamment. Il ne s'agit donc pas ici d'un objet culturel qui peut identifier une culture figée, indépassable, ce qui est d'ailleurs vrai pour toute forme de culture. Les cultures sont largement fantasmées, on recherche à défendre des identités qui en réalité sont des identités qui sont en constante évolution et ne peuvent pas être ainsi assimilées à quelque chose de figé qu'il faudrait défendre à tout prix. L'idée d'une identité culturelle à défendre face à d'autres identités culturelles est une idée non seulement fausse, mais également dangereuse, car elle amène à identifier des groupes différents, et elle peut amener ainsi à des affrontements, à des discriminations. Ainsi, plutôt que défendre l'idée de culture figée et concurrente, il serait préférable de montrer que les cultures sont nécessairement le fruit d'échanges, de mélanges, et qu'elles sont en perpétuelle évolution. Alors, pour autant, il apparaît que si langue et culture sont des objets mouvants qui se construisent donc à partir d'échanges, eh bien les différents États, les différentes puissances à travers le monde cherchent à défendre des identités culturelles au service de leur puissance, d'un soft power qui les amène à instrumentaliser ces langues à leur profit, comme on va le voir maintenant. Langue et culture sont en effet assimilées à des identités nationales, sont assimilées ici à des puissances qui cherchent à les diffuser pour accroître leur influence. Alors la diffusion des langues et des cultures au service de la puissance à l'époque contemporaine va émerger, va se préciser à travers la colonisation, puisque les puissances coloniales, en même temps qu'ils vont conquérir des territoires, vont chercher à y imposer leur langue, leur culture, et des langues qui vont s'imposer comme langue commune au peuple dominé et être ainsi au service de la domination des colons. Or, cette domination culturelle, linguistique, va se perpétuer après la décolonisation, du fait que beaucoup des États post-coloniaux sont des États multiethniques, au sein desquels l'usage des langues est multiple, et où finalement la seule langue commune qui existe est souvent celle de l'ancien colonisateur. Alors c'est le cas dans beaucoup de différents États décolonisés. On peut par exemple évoquer la Côte d'Ivoire, ancienne colonie française, qui intègre sur son territoire 4 groupes linguistiques regroupant ensemble une soixantaine de langues différentes, et on mesure donc ainsi que la seule langue commune qui va pouvoir fédérer le peuple ivoirien est le français. Alors même si la nation ivoirienne cherche à se constituer derrière un principe national qui est celui de l'ivoirité, le français y reste une référence indépassable. Donc une hiérarchie des langues qui va apparaître ici, reflétant le passé colonial, hiérarchie des langues dans laquelle s'impose aujourd'hui l'anglais, dont on peut se demander s'il ne possède pas finalement un statut de langue universelle à travers la planète, tant son usage s'est répandu, un usage qui s'est répandu en rapport avec une histoire qui est celle de l'ancienne domination britannique, puisque nous avons évoqué la colonisation, mais à travers cette colonisation, le Royaume-Uni s'est imposé comme la première puissance mondiale à l'époque moderne, puis à l'époque contemporaine,
jusqu'à la Première Guerre mondiale. On voit ici l'étendue de l'Empire britannique. Et l'extension de l'anglais est évidemment liée à cette ancienne colonisation britannique. Alors, sauf qu'après la puissance britannique, eh bien, s'est imposée une nouvelle grande puissance, celle des États-Unis d'Amérique. Et comme ces États-Unis sont une ancienne colonie britannique, ils pratiquent également l'anglais, et leur domination, notamment leur domination culturelle, a tendu à renforcer, à l'époque plus récente, la domination de l'anglais à travers le monde, jusqu'à obtenir un statut de quasi-langue universelle. Donc on voit donc l'espace anglophone, un espace qui, bien sûr, est l'héritier de cette ancienne colonisation, où bien sûr on retrouve les îles britanniques, les États-Unis et toutes les anciennes colonies britanniques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais également des anciennes colonies d'Afrique, d'Asie, où l'anglais est présente comme langue officielle. Si ce n'est pas la première langue officielle, c'est la deuxième, mais parfois la seule langue finalement commune à l'ensemble du pays. C'est le cas notamment en Inde, où la pratique de nombreuses langues existe. C'est le cas aussi dans beaucoup de pays d'Afrique. L'anglais est aussi présent dans d'autres pays, où elle peut être utilisée par l'administration. Et puis, un certain nombre de pays imposent l'apprentissage obligatoire de l'anglais à l'école. Cet apprentissage qui, même quand il n'est pas obligatoire, c'est le cas de la France, est quand même très très largement dispensé, puisque le choix d'enseignement amène souvent à apprendre cette langue, une langue qui s'impose ici dans les pratiques linguistiques des autres langues, comme le montre cette caricature. On est souvent en France confronté à la présence d'anglicismes qui s'imposent dans la langue française et qu'on cherche à combattre, alors à tort ou à raison, puisqu'on l'a dit, une langue se construit à partir d'échanges, et notamment d'échanges avec des langues étrangères. La domination de l'anglais se constatant au travers de l'examen d'un certain nombre de statistiques en termes de locuteurs, c'est-à-dire d'individus ayant cette langue en langue maternelle. L'anglais, avec 351 millions de locuteurs, n'arrive pas au premier rang, elle est surpassée par le mandarin, même par l'espagnol, mais il n'empêche que la domination se traduit d'autres aspects des statistiques linguistiques. On peut notamment évoquer le nombre de pays qui donnent à l'anglais un statut officiel, qui sont au nombre de 64, et dans ce classement, l'anglais apparaît largement dominant, puisque le pays qui arrive en deuxième position est la France, avec 2 fois moins de pays donnant aux Français un statut de langue officielle. Cette domination de l'anglais, on va la retrouver également sur le plan de l'influence diplomatique. D'après ce classement, donc, le français et l'anglais se partagent la première place en termes de langue de la diplomatie, de langue donc utilisée pour les échanges internationaux. La place de l'anglais dans la hiérarchie des langues apparaissant également dominante en termes de recherche, en termes de savoir, de science, puisque on voit ici que 97% des universités enseignent l'anglais à travers le monde, et là l'anglais domine encore une fois le français, qui est quand même une langue très répandue, puisque 75% des universités l'enseignent. Enfin, l'usage de l'anglais comme langue internationale, comme langue de savoir, eh bien, on la mesure aussi au nombre d'articles Wikipédia. Et vous le voyez ici, la domination de l'anglais est très importante, bien supérieure par exemple au français, qui arrive là aussi comme une langue de transmission et de savoir, mais avec 3 fois moins d'articles écrits en français qu'en anglais. Donc l'anglais comme langue de savoir, l'anglais comme
langue de communication, notamment langue de communication sur Internet, un outil de plus en plus au cœur de notre mondialisation, de nos échanges de communication, nos échanges économiques, et l'anglais y apparaît très largement dominant, que ce soit en termes de contenu, vous le voyez ici avec 52,3% des contenus en anglais, ou à travers le nombre d'internautes s'exprimant dans cette langue, puisque c'est 26,3% des internautes, et l'anglais apparaît, vous le voyez ici, très dominant, le chinois, le mandarin apparaissant en deuxième position, mais très loin, hein. Vous voyez ici notamment en termes de contenu, même si vu l'ampleur du nombre de Chinois, il y a beaucoup d'internautes qui parlent cette langue. Alors l'usage de l'anglais comme langue de communication est aussi un usage souvent dégradé, puisque c'est une langue parlée par un certain nombre d'individus qui ne sont pas des locuteurs. On parle ici d'un Global English, un Globish, pour qualifier cet usage un peu dégradé de l'anglais, mais qui est utilisé comme une langue de communication. Alors derrière l'anglais, on a vu d'autres langues, héritent ici du passé colonial pour obtenir un statut de langue internationale. C'est vrai du français, c'est vrai de l'espagnol, qui pèse d'un poids non négligeable dans la hiérarchie des langues internationales, et qui dispose également d'un réseau culturel alimenté par la France comme par l'Espagne. Alors cette place non négligeable dans la hiérarchie des langues internationales, on la retrouve là aussi dans les statistiques, notamment en termes d'enseignement universitaire, en termes d'influence diplomatique. On l'a évoqué tout à l'heure, 75% des universités enseignent le français, 51% l'espagnol. L'espagnol arrive au 3e rang pour son usage diplomatique. Et puis donc des instituts internationaux cherchent à propager, à conserver l'usage de cette langue. C'est le cas des instituts Cervantes pour l'Espagne, dont vous voyez ici la répartition à travers le monde. Pour la France, qui dispose d'un réseau au sein de la francophonie, on a un institut national également qui cherche à promouvoir l'usage du français à travers le monde, qui s'appelle l'Alliance française, et qui, vous le voyez, est très largement, davantage que les instituts Cervantes d'ailleurs, présent sur la surface de la Terre. Donc ces instituts destinés à promouvoir la culture et la langue nationale sont clairement des outils de soft power, et les puissances qui ont l'ambition de développer ce soft power s'en dotent, à l'image de la Chine, qui veut développer l'usage du mandarin, l'usage international. Le mandarin qui apparaît être la langue la plus parlée au monde, avec, vous voyez ici, 2017, 888 millions de locuteurs. Alors, usage donc très répandu, mais malgré tout, un usage très répandu essentiellement en Chine, contrairement à l'anglais et au français ou à l'espagnol, qui ne sont pas uniquement pratiqués dans ces pays. Bon, alors pour autant, il faut examiner un peu ce que sont les caractéristiques linguistiques de la Chine, puisque la Chine est un État multilingue, vous le voyez sur cette carte, à travers une diffusion du mandarin qui doit côtoyer également des langues régionales. 55 minorités linguistiques sont officiellement recensées en Chine, sachant que le mandarin lui-même n'est qu'une des langues pratiquées par l'ethnie dominante de l'État chinois, qu'est l'ethnie Han, puisque à côté du mandarin, on voit aussi qu'on pratique par exemple le cantonais, etc. Le cantonais, c'est quand même 71 millions de locuteurs à travers le monde. Ce n'est évidemment pas rien. La Chine ayant cette particularité d'avoir une définition de l'ethnie qui est déconnectée de l'usage de la langue. Le mandarin ayant été une langue imposée, un peu comme le français finalement, par les autorités, c'est une langue officielle que la Chine plutôt cherche à diffuser aujourd'hui, à la fois à l'extérieur du pays, mais aussi à l'intérieur du pays, qui est un instrument de colonisation interne. Alors à l'extérieur, ce sont les instituts Confucius qui sont au service du soft power
chinois et de l'extension de l'usage du mandarin et de la culture chinoise qui l'accompagne. Des instituts qui ont été fondés en 2004 par le gouvernement chinois et qui, vous le voyez, rassemblent aujourd'hui 1,5 million d'étudiants au total à travers le monde, répandus donc sur l'ensemble des continents. On le retrouve en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, en Océanie et aussi beaucoup en Afrique. Des instituts qui cherchent à s'imposer dans les systèmes éducatifs à travers des partenariats qui sont noués avec des écoles primaires et secondaires. Des instituts ainsi dénommés du nom de Confucius, ancien philosophe chinois de l'Antiquité, qui exerça de hautes fonctions à la cour impériale et dont la pensée ici a eu un impact très important sur les mentalités chinoises, voire même de l'Asie orientale, imposant des règles sociales et morales fondées notamment sur le respect des hiérarchies, le respect des anciens. Un philosophe qui a profondément marqué l'histoire de la civilisation impériale chinoise, mais qui du coup a été en réalité rejeté par la Chine communiste, la Chine maoïste, comme un symbole d'archaïsme. Et le fait de le voir ressurgir aujourd'hui montre que la Chine, la République populaire de Chine, change d'optique politique et qu'elle est passée de la promotion d'un communisme à celui d'un nationalisme qui s'accorde finalement avec la mise en valeur d'un passé ancestral, même si celui-ci avait été initialement rejeté comme archaïque et à combattre. C'est une véritable rupture avec la tradition maoïste et même avec tout le mouvement chinois de modernisation qui s'était imposé dans le pays depuis la fin de l'époque impériale au début du XXe siècle. Le nationalisme chinois cherche ainsi à glorifier le passé de la Chine, y compris si ce passé avait été préalablement rejeté. Alors quoi qu'il en soit, ces instituts Confucius sont aujourd'hui au service d'un impérialisme, et notamment en Afrique, où ils accompagnent les investissements, le partenariat économique que la Chine développe sur ce continent, jusqu'à ce qu'on parle parfois d'une Chine-Afrique, pour faire référence à cette politique. Donc on voit ici que les langues sont un outil de puissance pour les différents États, voire un outil de propagande. On ne s'étonnera pas qu'au sein des instituts Confucius, il ne soit jamais question des problèmes que rencontrent en Chine les minorités tibétaines ou ouïghours.